L'Éthiopie est une terre de contrastes. On y trouve des chaînes de montagnes, des marais luxuriants et des savanes sèches. Et au centre du pays se trouve une petite région où se mêlent tous ces environnements. Le parc national d'Awash tient à la fois du désert et de l'oasis. Il abrite un primate aux facettes aussi nombreuses que celles de la région. Le babouin hamadryas. Sous la conduite des mâles dominants, les hamadryas évoluent dans les diverses zones du parc. Ils partent chaque jour en quête de nourriture et affrontent non seulement les périls naturels, mais aussi leurs congénères. Voici le quotidien des hamadryas de l'Awash. Il y a 11 millions d'années, la plaine de l'Est de l'Afrique a subi un énorme bouleversement géologique qui a fait apparaître une fissure courant sur des milliers de kilomètres du nord au sud de la corne de l'Afrique. Son nom, la vallée du Grand Rift. Générée par de violents mouvements tectoniques et par des éruptions volcaniques, elle a donné naissance à des environnements aussi somptueux qu'hostiles. Au nord-est de la zone se trouve un pays emblématique de ces forces contraires. L'Éthiopie est le pays de tous les extrêmes. Le contraste entre les hauts plateaux, les vastes vallées fluviales et les déserts arides est frappant. Chacun de ces environnements accueille une espèce de primate différente. Ces animaux font preuve d'une capacité d'adaptation sidérante. Ils sont capables de survivre partout, des zones désertiques aux marécages. Les différences entre chacun de ces habitats se reflètent dans la structure sociétale des primates qui y vivent. Il existe une région en particulier où ce phénomène peut être observé dans un espace réduit. Le parc national d'Awash, au centre de l'Éthiopie, est à la fois un paradis verdoyant et un désert impitoyable. Pendant la saison sèche, les précipitations ne dépassent pas les 3 mm par mois. Le paysage poussiéreux et stérile n'a que peu à offrir à ses habitants. Mais au cœur du parc se cache un oasis luxuriant. Une utopie naturelle enfantée par les forces volcaniques qui ont créé les déserts environnants. Ce havre de verdure abrite l'un des primates les plus emblématiques de l'Éthiopie. Le babouin hamadryas. Son habitat est à la fois généreux et rigoureux. En parallèle, sa vie est un mélange de tendresse et d'agressivité. Les hamadryas vivent dans un monde où la coopération la plus douce côtoie la compétition la plus brutale. Dès le lever du soleil, les activités quotidiennes débutent.
Les mâles dominants rassemblent et organisent leur harem. Les clans d'Hamadryas se composent de plusieurs familles, dirigées chacune par un mâle dominant. Chez ces babouins, l'entraide est sacrée. Dès les premières heures du jour, les plus jeunes jouent, se chamaillent et courent inlassablement. Mais les adultes adoptent un rythme beaucoup plus paisible. Les mâles dominants trônent au milieu de leur famille et tolèrent la présence de leurs voisins. Les mâles se partagent le territoire, mais pas les femelles. Envers ces dernières, leur comportement est possessif et agressif. Le mâle dominant fait constamment l'objet de toutes les attentions de la part de ses favorites. Les mâles les plus puissants peuvent garder leur harem pendant 10 ans. La longévité de son règne ne dépend que de sa force physique. Si une femelle a l'outrecuidance de regarder un autre mâle, elle s'expose à des conséquences cruelles. Elle porte les cicatrices de la discipline masculine, qui se manifestent généralement par une morsure à l'oreille. Chez les Hamadryas, le mâle règne en maître. Mais leur royaume, à leur image, est par bien des côtés tout aussi impitoyable. Chez la plupart des babouins, les femelles restent au sein de leur famille, tandis que les mâles se dispersent dans d'autres groupes à l'adolescence. Mais l'Hamadryas est un cas à part. Les mâles nouent des liens fraternels qui durent de la naissance à la mort. La structure de la société se fonde sur des groupes de mâles dominants. La cohésion du clan est fondée sur leur agressivité. Mais ce simple geste d'affection est tout aussi important au sein de cette société complexe. L'épouillage est un grand indicateur de domination. Les membres dominants du clan reçoivent plus de marques d'affection que les autres. Les femelles dépensent donc une grande partie de leur énergie à essayer de satisfaire leur mâle. En retour, elles reçoivent sa protection. En cas de bagarre, le mâle dominant ne défend que ses favorites. L'épouillage est un acte éminemment politique qui influe sur l'équilibre des pouvoirs de tout le clan. Pour cette jeune mère et son nouveau-né, la dynamique du groupe génère à la fois de la sécurité et du stress. L'éducation est très peu coopérative chez l'Hamadryas. Les enfants sont avant tout élevés par leur mère. Mais cette dernière ne doit jamais trahir sa loyauté envers le père.
Chaque matin, les groupes sous la conduite des mâles quittent les falaises où ils passent la nuit pour rejoindre le parc en contrebas. C'est un trajet périlleux que tout le clan doit effectuer ensemble. Ces falaises, contrairement au reste du parc d'Awash, sont un havre de paix. Seuls les clans d'Amadrias les plus forts y vivent. Les animaux de la bordure extérieure du parc mènent une existence très différente. Ces falaises sont entourées de vastes étendues de prairies arides à la végétation rare. C'est le domaine de prédateurs tels que le lion ou le chacal. Mais les carnivores ne représentent pas le seul danger. La saison sèche, très longue et très aride, met également la survie des babouins en péril. Pendant la saison sèche, la température dépasse les 40 degrés. Mais la rareté de la pluie est compensée de manière surprenante. Les mouvements tectoniques et les forces volcaniques qui ont engendré le paysage du parc ont également donné naissance à un phénomène inattendu. La lave, qui s'est écoulée pendant des millénaires, s'est figée à l'air libre sous la forme d'une roche volcanique extrêmement poreuse. Des sources souterraines coulent toute l'année à travers cette roche, pour créer un véritable oasis au pied des falaises de l'Awash. Cette petite zone du parc reste verdoyante du début à la fin de l'année. Ce paradis offre protection, eau et nourriture à la faune locale. Ces montagnes regorgent de trésors. Pour les babouins qui descendent des falaises, le premier repas du jour est une friandise appréciée de tous. Les noix de palme. Le babouin Amadrias a une alimentation très variée. Tous les membres du groupe se régalent de ces fruits succulents. Les déplacements quotidiens des clans sont dictés par la recherche de nourriture. Dès les premières lueurs du jour, ils descendent dans la plaine de l'Awash pour y trouver de quoi manger. Le petit déjeuner permet aux petits de faire le plein d'énergie. Ils explorent le monde en multipliant les cabrioles. C'est à cet âge qu'ils découvrent toute l'étendue de leur capacité physique. Le clan se compose de plusieurs harems, chacun avec ses propres petits. Tous les enfants du clan jouent ensemble et s'amusent comme des petits fous.
Ils testent leur agilité au cours de bagarres factices. De la même manière, ils apprennent à grimper. C'est une éducation par le jeu. Mais les adultes sonnent la fin de la récréation. Le clan doit repartir à la recherche d'autres sources de nourriture. Les falaises sont riches en nourriture, mais la madrias ne peut pas vivre uniquement de noix de palme. Pour trouver les racines dont ils ont besoin pour compléter leur régime, ils doivent se rendre au centre aride du parc. Quitter l'abri des falaises est un choix risqué. Un autre clan pourrait en profiter pour investir l'oasis abandonnée. Mais ils n'ont pas le choix. Chaque matin, ils partent ainsi en quête d'aliments avant de revenir le plus vite possible à leur oasis. Sous la conduite des mâles dominants, ils arpentent en hâte les vastes étendues dégagées à la recherche du peu de nourriture qu'ils peuvent y trouver. Mais les babouins ont de la concurrence. Le phacochère est un omnivore qui creuse le sol à la recherche de racines enterrées. Il est parfaitement adapté à ce genre de terrain aride. Il résiste très bien à la chaleur et son corps parvient à conserver un maximum d'humidité. C'est une caractéristique qu'il partage avec un autre habitant du parc d'Awash. L'oryx peut survivre très longtemps sans boire. Mais il a besoin d'une végétation qui retient suffisamment l'humidité. Même s'il évolue parfaitement à son aise dans le cœur aride du parc, ce troupeau doit régulièrement changer d'emplacement. Les oryx traversent la plaine à la recherche de plantes riches en eau.
Mais cette quête ne concerne pas que les mammifères. La tortue léopard vit elle aussi dans la zone aride du parc d'Awash, mais elle ne peut pas survivre longtemps sans eau. Elle est donc perpétuellement en mouvement dans cet environnement stérile. Elle dispose de plusieurs solutions ingénieuses pour résister aux rigueurs de son habitat. Sa carapace bombée lui offre une excellente protection contre la chaleur. Cela lui permet de passer plus de temps au soleil à la recherche d'eau ou de nourriture. Mais la chaleur de l'Éthiopie s'avère parfois trop torride, même pour ce reptile qui y est pourtant adapté. Lorsque la tortue léopard s'abrite sous la végétation, les graines contenues dans ses déjections germent à l'ombre, ce qui participe à la dissémination des plantes. Cette régénération de la végétation est très utile à toutes les créatures vivant dans cet environnement cruel. Le parc d'Awash abrite également d'autres espèces de babouins. Le babouin olive est l'un des membres les plus résistants de la famille des primates. Capable de survivre dans presque tous les environnements, il résiste sans mal aux rigueurs des plaines désertiques de l'Awash. Son grand avantage tient à l'extrême variété de son régime alimentaire. Il mange de tout, des épines aux feuilles, en passant par des petits mammifères et des reptiles. Même lorsque la nature n'a presque rien à lui offrir, il parvient toujours à s'en sortir. Le babouin olive est prêt à avaler tout ce qui lui tombe sous la main, ou presque. Chaque jour, à l'instar des autres habitants du parc d'Awash, les babouins olives errent dans la plaine aride à la recherche du moindre aliment. Un peu plus au nord, le scénario est différent. Si le parc d'Awash est en grande partie aride et inhospitalier, les monts Simiens, par contre, sont luxuriants. Les falaises verdoyantes s'étendent jusqu'à l'horizon et culminent à une altitude de 4500 mètres. Sur ces hauts plateaux éthiopiens, l'humidité est omniprésente. La végétation reste verte et généreuse toute l'année. Entre chaque sommet, de multiples espèces prospèrent. Les animaux de la région mènent une vie bien différente de ceux de l'Awash. Ici, on ne trouve ni désert, ni plaine aride. Les hauts plateaux offrent eau et nourriture tout au long de l'année, pour le plus grand bonheur de leurs habitants. Le bouquetin d'Abyssinie vit à une altitude comprise entre 2500 et 4500 mètres. Les plantes dont il se nourrit ne poussent que dans cette région des monts Simiens. Cet animal a besoin d'un apport régulier en eau. Il la trouve principalement dans les hauteurs de cette cathédrale naturelle. Le bouquetin y cohabite avec un autre primate emblématique de l'Éthiopie. Le babouin Gelada vit dans les monts Simiens au-dessus de 1500 mètres. C'est à cette altitude que poussent les herbes riches en protéines dont dépend sa survie. Le Gelada est le seul primate à se nourrir presque exclusivement d'herbes.
Son régime alimentaire ressemble plus à celui d'un bovin qu'à celui des autres babouins. Paisiblement assis dans la verdure, il attrape les herbes avec ses mains aux pouces très opposables. Le gélada passe ses journées à évoluer dans les prairies des hauts plateaux éthiopiens. La journée du gélada est très éloignée de celle de la madrias. Les premiers vivent en sécurité dans un habitat montagneux généreux, tandis que les seconds sont en lutte constante contre leur environnement. Mais l'Awash a deux facettes. C'est à la fois un désert et une oasis. Ces roches magmatiques filtrent l'eau de source que les animaux de l'Awash boivent toute l'année. Les marécages donnent naissance à des cours d'eau qui alimentent les régions arides du parc. C'est dans cette zone que l'on peut trouver une autre espèce de primate, bien plus timide que ses grands cousins. Le grivet ne peut survivre que dans une végétation luxuriante, avec de l'eau en abondance. Les grivets sont donc confinés aux marécages du parc, dont le centre, trop aride, leur est interdit. Ils passent la plupart de leur temps dans les arbres et n'en descendent que pour boire. Mais la rivière n'est pas sans danger. Les rives que fréquente le grivet sont également le terrain de chasse d'un prédateur aussi massif que redoutable. Le crocodile du Nil. Sa petite taille fait de ce singe une proie facile. Ils font confiance à leur sens aiguisé pour surmonter les dangers de la rivière. Constamment sur leur garde, ils repèrent le prédateur alors que ce dernier est encore très loin. Ils ont donc tout le temps de se mettre à l'abri dans les arbres environnants. La matinée touche à sa fin. Les hamadryas, le ventre plein, reviennent en hâte aux falaises. Pour le clan, ce retour est matière à célébration. Aucune bande rivale n'a profité de leur absence pour s'installer. Maintenant que le groupe ne craint plus rien, les mâles dominants peuvent se détendre.
Les mères s'installent pour s'occuper de leurs petits. Les femelles mettent bas tous les 24 mois. Entre chaque naissance, elles protègent et élèvent leurs petits. À l'âge de 2 ans, les jeunes babouins commencent à prendre leur indépendance. Pour tous les jeunes du clan, le retour aux falaises est synonyme d'heures d'amusement. Se sachant en sécurité chez eux, ils font preuve d'un entrain plus infatigable que jamais. Ces bousculades, à première vue innocentes, sont en fait les prémices d'un phénomène bien plus violent. L'agressivité et les talents de bagarreurs sont des facteurs capitaux pour le statut social des mâles. Ces bagarres amicales constituent donc une étape indispensable de leur développement. Seuls les plus forts auront un jour un harem. Les mâles secondaires, les plus faibles, ont beaucoup de mal à trouver une compagne. La loyauté d'une femelle envers son mâle dominant n'est pas une question de choix, mais plutôt de force. Les autres mâles doivent respecter leurs congénères dominants et leur harem. Toute tentative de rébellion peut entraîner un combat sanglant. Ces autres mâles ne peuvent se reproduire qu'en cachette, ou bien en prenant le dessus sur un mâle dominant lors d'un combat. Dans un habitat aussi hostile, les situations de conflit sont très fréquentes pour les hamadryas. Si l'un d'entre eux prend le risque d'ébranler la structure du groupe, c'est généralement par nécessité. Les Geladas, leurs voisins septentrionaux, évoluent dans un environnement diamétralement opposé.
La nourriture y est abondante, ce qui entraîne une approche radicalement différente des comportements. Alors que chez les Hamadryas, tout se règle par le conflit, les Geladas ont choisi une autre voie pour assurer la cohésion du groupe. Chez eux, c'est l'affection et non la violence qui règne le plus souvent en maître. Chez les Geladas, les femelles dominent la hiérarchie. Ce sont elles qui prennent les décisions d'accouplement qui influencent la dynamique du groupe. Elles choisissent de laisser ou non le pouvoir au mâle dominant. Par conséquent, c'est au mâle d'impressionner ses dulcinés. Le mâle dominant n'est donc pas le meilleur combattant, mais l'épouilleur le plus doux. Il y a 2 millions d'années, le babouin le plus répandu était l'ancêtre du Gelada, qui vivait dans les prairies verdoyantes de l'Afrique subsaharienne. Au cours des millénaires, le climat s'est peu à peu aridifié et les herbes dont il était friand ont reculé jusqu'au sommet des montagnes éthiopiennes. Aux altitudes les plus basses, elles ont laissé la place à la savane actuelle, beaucoup plus sèche. La progression de la savane a entraîné l'apparition des babouins hamadryas. Ils ont remplacé les Geladas partout, à l'exception des sommets des hauts plateaux éthiopiens. Aujourd'hui, les deux groupes sont diamétralement opposés. Le premier protégé par un habitat de montagne généreux, le second confiné à l'environnement impitoyable de la savane. Le premier sous l'égide des femelles, le second dominé par les mâles. L'un centré sur la paix sociale et l'autre fondé sur la violence. Jamais cette violence n'est plus évidente que lorsque deux clans d'Hamadryas se disputent le même territoire. Un groupe rival approche des falaises de l'Awash. Les mâles dominants locaux s'unissent pour lancer une offensive. La bataille opposera les plus forts de chaque clan. La tension ne cesse de monter. La bataille éclate.
Les échauffourées peuvent être violents. Mais la bataille ne dure pas. Le clan local, plus fort, a eu raison de son rival. Les falaises retrouvent la paix. Après avoir remporté la bataille et protégé leur oasis, les familles d'Amadrias commencent l'ascension qui les ramène à leur site de repos nocturne. Leur territoire ne craint plus rien. En luttant côte à côte pour protéger leur petit coin de paradis, les mâles dominants ont renforcé leurs liens. Chaque jour, ils comptent les uns sur les autres pour surmonter les défis de l'Awash. Mais l'enjeu en vaut toujours la peine. Les harems peuvent dormir tranquilles. Les femelles savent que leur site de repos nocturne a été défendu avec succès. Le groupe s'installe pour la soirée dans la sécurité de leur forteresse montagneuse. Dans le parc national d'Awash, une nouvelle journée touche à sa fin. L'Éthiopie comporte de nombreuses régions sauvages. Elles abritent quelques-unes des espèces les plus fascinantes du règne animal. Les primates d'Éthiopie sont aussi variés que les habitats qui les accueillent. Dans le parc national d'Awash, cette diversité est confinée à une petite zone où se côtoient tous les environnements. Les oasis des falaises sont l'objet de toutes les convoitises. Seuls les clans d'Amadrias les plus dominateurs peuvent se les approprier. Les mâles dominants doivent subvenir aux besoins de leur famille. C'est dans ce but qu'ils arpentent toute l'étendue du parc à la recherche de nourriture dans chacun de ces environnements. Incapables de survivre en un seul endroit, ils doivent partager leur existence sur 2 domaines. Leur union est faite de tendresse et d'hostilité. À l'image du monde à la fois généreux et cruel dans lequel ils évoluent. Les batailles quotidiennes qu'ils livrent à la nature et à leurs congénères révèlent une société passionnante, riche des difficultés, des triomphes et des paradoxes du parc d'Awash.
Deux des plus puissants carnivores d'Afrique règnent sur la savane. Les lions comptent sur leur force et sur leur travail d'équipe pour s'attaquer à des proies qu'aucun autre prédateur ne peut attraper. Bien que les hyènes soient également de redoutables chasseurs, elles ne ratent aucune occasion de saisir d'autres opportunités. Leur puissante mâchoire découpe les peaux et broie les os avec une étonnante facilité. Ces deux espèces ont chacune de grandes familles à nourrir et sont donc à l'origine d'un cycle de vie et de mort dans la savane. D'autres se nourrissent de leurs restes. Cette catégorie très spécialisée et parfois surprenante de charognards compte sur les lions et sur les hyènes pour assurer leur survie. Au sommet de la chaîne alimentaire d'Afrique, celui qui domine, c'est le lion, le roi des animaux. Ces prédateurs par excellence sont dotés de puissance et d'assurance. Parmi leurs proies figurent les plus gros et les plus dangereux des animaux d'Afrique, et ils dominent d'autres carnivores dans la course à la nourriture qui leur est nécessaire pour survivre. Rien n'est plus impressionnant qu'une lionne en chasse. Elle traque sa cible sans se faire repérer. Avant de se lancer à l'attaque. L'arrivée d'un autre membre de la troupe annonce la fin imminente du zèbre. Vénérés dans le monde entier comme des bêtes royales, les lions se perpétuent à travers la savane en familles très soudées. Si les lions sont vénérés, les hyènes sont la cible de moqueries. Ces virtuoses de l'opportunisme sont vues comme les clowns de la brousse africaine. Elles sont considérées par beaucoup comme des bêtes méchantes et surexcitées, une mauvaise réputation qui les précède, mais qui n'est pas méritée. Malgré cette image de charognard, les hyènes sont en fait des chasseurs accomplis, certaines tuant jusqu'à 95% de leur nourriture. Comme les lions, les hyènes vivent en société extrêmement bien structurée et organisée. Mais quelle est cette aptitude unique qui leur permet de profiter des ressources auxquelles les autres animaux n'ont pas accès ? Les hyènes et les lions mènent des vies composées d'un subtil mélange de compétition et de coopération.
Les animaux tués par ces prédateurs ne font pas que soutenir la troupe et le clan. Ils sont aussi une source de nourriture pour beaucoup d'autres créatures, grosses et petites. Ces charognards comptent énormément sur ces deux grands prédateurs pour assurer leur survie. Et construisent leur vie à partir des restes de ces derniers. Une troupe se détend durant la période chaude de la journée. Cette période de repos est propice aux jeux et aux témoignages d'affection. Les petits grandissent dans une ambiance heureuse, sous la surveillance des adultes de la troupe. Ils pourront compter sur leur famille pour les protéger et les nourrir jusqu'à l'âge d'environ 6 mois. Leur mère a partagé toute sa vie avec les autres femelles de sa troupe, qui sont sa famille. Et elle pourra compter sur ses sœurs, les tantes des petits, pour l'aider à les élever. Les lionnes de la troupe allaitent les petits de leurs sœurs, partageant ainsi la tâche ardue de l'éducation d'une jeune famille. Bien qu'il n'y ait pas de saison des amours, la reproduction est souvent synchronisée au sein de la troupe. Les lionnes donnent naissance à des portées de 1 à 4 petits, à peu près en même temps. Ce qui veut dire que tous les petits sont de taille similaire, ce qui évite la compétition au moment de la tétée et donne à chacun une chance égale de survie. Même si les petits commencent à manger de la viande quand ils atteignent 2 mois, ils continueront à téter jusqu'à l'âge du sevrage, c'est-à-dire 6 mois. Pour cette petite hyène tachetée, la vie est très différente. Elle vit dans un clan où les femelles occupent un rang supérieur à celui des mâles. La mère des petits pèse environ 70 kg, soit 10 kg de plus que les mâles. La petite ne rate aucune occasion d'explorer le monde extérieur. Contrairement aux lions, quand le clan part chasser, aucune babysitter ne reste pour surveiller les petits. Ces derniers restent donc cachés dans leurs repères souterrains. La jeune hyène naît avec une mâchoire très développée. Mais pour l'instant, elle se nourrit exclusivement du lait de sa mère et continuera ainsi jusqu'à environ 9 mois. C'est une nourriture de grande qualité. Le lait de la hyène est plus riche en protéines comparé à celui des autres carnivores terrestres. Contrairement à l'entraide qui se pratique dans les troupes de lions, la maman hyène ne reçoit aucune aide pour allaiter ou élever son petit. Et sans synchronisation des naissances, les meutes de hyènes regroupent souvent des petits d'âge différents.
En conséquence, le petit a de nombreux cousins plus âgés. Ces jeunes portent déjà leur première couche de manteau tacheté, alors que leurs pattes gardent encore la couleur noire de leur naissance. Et ils sont assez âgés pour se joindre au clan dans les expéditions de recherche de nourriture. Les femelles restent avec leur clan durant toute leur vie, alors que les mâles, eux, partiront dans 1 an ou 2, une fois qu'ils auront atteint leur maturité sexuelle. Ils partiront pour s'accoupler avec les femelles d'un autre clan. Les petites femelles lions passeront toute leur vie dans la même troupe. Mais tout comme les hyènes mâles, leurs frères devront quitter la troupe au cours de leur 3e année pour créer leur propre clan. Il leur faudra combattre d'autres mâles pour s'imposer. Et ces prises de contrôle d'une troupe peuvent avoir des conséquences macabres. Les nouveaux venus mâles tueront les petits afin de provoquer de nouvelles chaleurs chez les femelles. Les petits ne survivront que si les femelles de la troupe s'allient avec leurs propres mâles pour les aider à vaincre le nouveau prétendant et l'empêcher de s'imposer. Le plus grand danger pour les bébés lions est la cruelle tendance des adultes mâles à remplacer leur troupe. À travers la savane, même les animaux les plus grands et les plus majestueux peuvent être vulnérables, parfois vis-à-vis de leur propre espèce. Les rhinos mâles utilisent leurs énormes cornes pour conquérir de nouveaux territoires, et elles peuvent être mortelles. Ce mâle n'était pas de taille pour son adversaire qui l'a poursuivi quand il a tenté de s'enfuir. Les écorchures sur sa peau montrent l'endroit où il a reçu des coups de corne, jusqu'à ce qu'il reçoive le coup de grâce qui a percé la peau de sa patte avant. Comme tous les animaux, même les géants de la savane finissent par mourir. Et quand cela arrive, ils offrent aux hyènes tachetées une merveilleuse occasion de faire preuve de leurs compétences. Dotées d'un odorat et d'une ouïe très développée, elles sont souvent les premières à repérer une dépouille. Un jeune mâle s'approche prudemment. Malgré ce repas providentiel, la situation est dangereuse. En effet, les lions ont également un odorat très puissant et manger les dépouilles ne les rebute absolument pas. Mais la voie est libre. D'autres membres du clan ne tardent pas à arriver. Les queues dressées de 2 femelles montrent leur confiance et leur excitation.
elles plantent immédiatement leur croc dans l'épaisse peau du rhino. Du fait de leur supériorité hiérarchique, elles sont prioritaires et choisissent les meilleurs morceaux. Le jeune mâle attend respectueusement son tour, tout en essayant de récupérer des restes. Leurs formidables prémolaires leur permettent de découper les peaux les plus résistantes. Et il n'y a pas plus solide que la peau d'un rhino. Finalement, elles accèdent à la chair grasse qui se trouve en dessous. Les compétences des hyènes ne sont pas passées inaperçues. Alors que la plupart passent leur existence à éviter les lions et les hyènes, d'autres les recherchent. Les vautours ont suivi la hyène dans l'espoir qu'elle les mènerait à une dépouille. Mais ils doivent attendre leur tour. De même que la hyène mâle qui a découvert la carcasse. C'est un paria, né dans un autre clan, qu'il a quitté à l'âge de 3 ans. Après un long processus d'assimilation, le groupe a fini par l'accepter. Mais en tant que mâle, il est de rang inférieur aux femelles adultes. Et comme il n'est pas né dans ce clan, il est aussi inférieur à tous les autres mâles qui y sont nés. Les seules créatures qu'il domine d'un point de vue hiérarchique sont ces vautours qui observent le festin. Même si c'est lui qui a trouvé le repas, quand les femelles sont dans le coin, il ne s'aventure pas à réclamer la priorité sur la proie. La carcasse du rhino représente une prise de choix inhabituelle pour la famille qui s'en nourrira pendant des jours. Pesant plus d'1 tonne, l'herbivore géant appartient au groupe des animaux les plus grands et les plus puissants de la savane. Et aucun d'entre eux n'est menacé par les prédateurs. Ce groupe de poids lourds inclut les rhinocéros, les hippopotames, et les plus grands mammifères terrestres, les éléphants d'Afrique. Avec ses 5 tonnes, cet éléphant était bien au-dessus du seuil de sécurité d'1 tonne et ne risquait pas la prédation. Mais même sa taille imposante ne peut le protéger de la vieillesse. La troupe de lions se sert en premier, puis les hyènes ont pris ce qu'elles voulaient et les restes sont maintenant disponibles. Un chacal à chabrac ou à dos noir compte sur les lions et les hyènes pour ouvrir une carcasse de cette taille. Bien qu'ils préfèrent chasser pour eux-mêmes, les chacals saisiront toutes les opportunités de récupération. Et la carcasse est une occasion rêvée pour un repas gratuit. Les chacals vivent en couple monogame et n'ont pas de structure sociale plus large. Cependant, ils se rassembleront en nombre autour d'une source de nourriture. Malgré l'apparence desséchée de la dépouille de l'éléphant, les restes représentent des nutriments de valeur.
Bien que la masse imposante de cet éléphant le protège de la prédation, pour tout animal pesant moins d'1 tonne, la menace des chasseurs de la savane est toujours présente. Et aucun n'est plus menaçant que le lion. L'une des lionnes de la troupe a tué un phacochère et ces lionceaux qui ont maintenant plus de 2 mois découvrent le goût de la viande. Les restes que laissent les lions sont de 2 sortes. Les proies qu'ils ont chassées intentionnellement, comme le phacochère, et les carcasses sur lesquelles ils tombent, comme l'éléphant. Les animaux dont le poids est similaire à celui du phacochère représentent plus de la moitié de la nourriture des prédateurs de la savane. Les lions peuvent choisir ces petits animaux comme en cas, mais comme ils sont dotés d'une force incroyable et sont très habiles à lancer des attaques coordonnées, ils peuvent aussi jeter leur dévolu sur de plus gros animaux comme ce buffle. Certaines troupes tirent jusqu'à 70% de leur nourriture d'animaux pesant plus de 300 kg, comme les zèbres, les girafes et les buffles. Les mâles imposants sont plus lents que les femelles et très souvent, ils ne participent pas aux chasses de proies plus agiles, ce qui leur vaut cette image stéréotypée et non méritée de profiteurs paresseux. Mais quand il s'agit de faire tomber un buffle de 800 kg, rien ne remplace la force brutale. Et les mâles solitaires sont à l'origine de nombreuses morts de buffles dans la savane. Incapable d'engloutir l'animal tout entier, le dominant de la troupe est ravi de le partager avec certaines des lionnes. Si la famille peut dévorer un impala en une seule fois, venir à bout d'un buffle adulte prend davantage de temps. Lorsque le soir tombe, les chacals se mettent en mouvement. Le mâle et la femelle du couple monogame se séparent pour chercher de la nourriture. Mais ils restent en contact en échangeant des cris obsédants. Ils savent que les lions chassent de façon plus efficace la nuit et l'obscurité qui s'annonce augmente leurs chances de récupérer un repas. La chance leur sourit. Après s'être rempli la panse, la troupe a laissé la carcasse du buffle sans surveillance.
Le chacal mâle peut donc se régaler. Mais il n'est pas seul. Le retardataire n'est pas sa compagne, mais un autre mâle venu d'un territoire voisin. Grâce au vent, il a pu sentir la carcasse à au moins 1 kilomètre de là et a suivi l'odeur de cette opportunité jusqu'à sa source. Mais malgré la taille énorme de la carcasse, le premier mâle n'est pas disposé à partager. Il y a beaucoup plus de viande que le chacal pourrait avaler. Mais la vie dans la savane africaine est imprévisible et chacun doit profiter au maximum de chaque opportunité. Une fois repu, il ira cacher des morceaux de viande qu'il pourra retrouver les jours prochains. Mais il doit œuvrer rapidement. Le propriétaire légitime de la carcasse convoque le reste de la troupe. Ce n'est pas le moment de jouer les courageux. Ils n'ont pas tardé à récupérer leur prise. Contrairement aux hyènes, ce sont les lions adultes qui sont prioritaires sur la nourriture. Mais le dominant est toujours repu. Et il y a suffisamment pour partager en paix avec les femelles et les adolescents. Avec tous ces prédateurs qui opèrent dans l'obscurité, les premières lueurs du jour révèlent un grand nombre de victimes, et donc d'opportunités. Un jeune blesbok a été dévoré durant la nuit. Les lions ont déjà bien nettoyé la carcasse. Mais il y a encore quelques lambeaux à grappiller. Et c'est un groupe de visiteurs très improbables qui débarque pour examiner la chose. Une famille de phacochères. Les phacochères sont les seuls porcs à s'être adaptés au pâturage ou aux prairies dans la savane, se nourrissant presque entièrement d'herbes et de racines. Mais à l'occasion, ils compléteront ce régime avec des lambeaux de charogne. Les porcelets semblent plus curieux qu'affamés. Et ils ne tardent pas à revenir à leur nourriture favorite. Un autre jour, ces phacochères auraient pu devenir la proie des lions. Mais aujourd'hui, l'occasion leur est donnée de voir la vie du point de vue des charognards. Les lions abandonnent rarement une carcasse avant d'être rassasiés. Mais il y a dans la savane d'autres prédateurs plus petits, comme les léopards et les guépards, qui pourront abandonner leur proie si jamais ils sont effrayés.
ce qui pour d'autres est une occasion rêvée, s'ils arrivent à doubler les hyènes pour s'accaparer la dépouille. Ces vautours charognards profitent pleinement de la carcasse d'un impala tué, puis abandonné par un léopard. Plus petits que la plupart des autres vautours, ils quittent leur perchoir 1 heure avant les autres espèces. Pour ces deux-là, la prise appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les vautours charognards sont souvent les premiers à arriver sur une carcasse, évitant ainsi la compétition avec leurs cousins plus gros et plus puissants. Ils se servent de leur bec fin et tranchant pour dévorer un maximum sur la proie. Comme il leur faut jusqu'à 300 grammes de nourriture par jour, leur intervention matinale et leur vue perçante semblent avoir porté ses fruits. Mais les vautours ne sont pas les seuls opportunistes cherchant à prendre de l'avance sur les hyènes et les chacals en ce qui concerne les carcasses abandonnées. Une armée surgit des profondeurs, s'empresse de profiter de la carcasse encore fraîche d'une antilope. Les bousiers sont réputés pour leur stratégie de sauvegarde des déchets dont ils font des boules compactes qu'ils font rouler sur de longues distances jusqu'à leur nid souterrain et qui leur serviront de garde-manger. Ils sont aussi parmi les premiers à arriver sur une dépouille. Là, ils vont profiter au maximum du contenu partiellement digéré de l'estomac de l'antilope. De nombreuses espèces de tailles différentes déferlent pour exploiter la ressource. Mais ils ne viennent pas seulement pour les excréments. De nombreux bousiers mangeront aussi la graisse et la viande de la carcasse. Et comme les chacals, certains iront enterrer une partie de leur butin dans le sol. Grâce aux récepteurs extrêmement sensibles que les bousiers ont sur leur longue antenne, ils sont souvent parmi les premiers à investir une carcasse fraîche. Au bout d'un moment, ils sont encerclés par un grand nombre d'insectes. Cette carcasse de gnou a nourri une petite troupe de lions, ainsi que de nombreux grands charognards. Chose étonnante, c'est à son tout dernier stade de décomposition qu'elle subvient aux besoins d'un monde des plus variés. Il ne reste plus qu'une mince couche de peau, des poils et des tendons. Et une armée d'insectes est venue s'occuper des tout derniers vestiges. C'est une crèche idéale pour les asticots et les mouches qui pondront des tonnes d'œufs tout en se nourrissant. Des bousiers de diverses espèces abondent pour récolter les derniers restes de la carcasse. Ils décollent des couches de poils pour atteindre les tissus qui se trouvent en dessous. Et au bout d'un moment, la carcasse est totalement nettoyée. Le travail des lions a permis de nourrir de nombreux animaux. Des grands et des petits. Chacals, vautours, phacochères et même bousiers, tous en ont bénéficié. Alors que beaucoup doivent se précipiter pour profiter de l'opportunité offerte par les lions et les hyènes, le monde tristement célèbre des charognards doit faire preuve de patience pour bénéficier d'un repas. Voilà maintenant plus d'une journée que les gypses africanus ou vautours africains, bien qu'affamés, attendent de pouvoir profiter de la carcasse du rhino.
Une hyène tachetée peut engloutir jusqu'à 1/3 de son poids en une seule fois, suffisamment pour tenir une semaine. Et elles ne sont pas pressées de partir. Le rhino, à la corpulence autrefois bien rebondie, a considérablement réduit. Son os iliaque rongé témoigne de la force incroyable de la mâchoire, notamment des prémolaires broyeuses des hyènes. Comme il reste moins de viande sur la carcasse, la compétition est rude. L'arrivée de la femelle dominante fait fuir les autres. Son estomac gonflé montre qu'elle est déjà repue, mais elle continue à engloutir autant qu'elle le peut. Bien que cela puisse paraître inutile, elle est guidée par son instinct de reproduction. Plus elle mange, plus elle aura de lait. Et plus elle pourra réduire l'espace entre les gestations. Grâce à cela, elle réussit à donner naissance à 5 fois plus de petits que les femelles de rang inférieur. Mais elle n'aura pas d'aide pour nourrir ses petits. Il est donc impératif qu'elle tire le maximum de chaque opportunité pour se nourrir. Finalement satisfaite, la femelle dominante et les membres supérieurs du clan laissent la carcasse. Le jeune mâle peut enfin profiter de la dépouille qu'il a trouvée pour se nourrir. Il ne perd pas de temps et plonge immédiatement dans le ventre de la bête, optant pour une approche plus directe. Mais face à une seule hyène, les vautours sentent qu'ils peuvent profiter de l'occasion. Parfois, même le plus puissant des carnivores cède sous la pression d'autres charognards. Mais son estomac vide lui commande de faire demi-tour. Il n'est pas encore décidé à abandonner sa prise. Ne possédant pas les dents tranchantes des hyènes, les vautours ne peuvent percer la peau du rhino. Ce qui veut dire que le jeune mâle n'a qu'à défendre le flanc ouvert de la carcasse. Mais trop, c'est trop. Et finalement excédé, il abandonne et les vautours se déchaînent. Pesant près de 6 kilos, les vautours charognards peuvent engloutir 1/5 de leur poids en viande en moins de 5 minutes. Contrairement aux hyènes et aux chacals, les vautours chassent rarement et comptent surtout sur la charogne pour se nourrir. Et ces jeunes spectateurs devront apprendre rapidement comment récupérer leur part dans ce maelstrom. Mais ils devraient se méfier. Car dans leur précipitation, les vautours charognards peuvent se retrouver piégés au fond de la carcasse et subir une horrible faim en se faisant dévorer vivants par leur père. Un vautour chasse-fiente, beaucoup plus imposant car pesant près de 10 kilos, se jette dans la mêlée. Son cou est rouge d'excitation. Normalement, les vautours chasse-fientes se servent de leur taille pour dominer et intimider les vautours charognards. Mais cet océan de plumes est impénétrable, même pour les plus gros oiseaux. Ensemble, les vautours auront vite raison de la carcasse, en récupérant tout ce que les hyènes ont pu laisser.
Une fois la carcasse du rhino dépouillée, la plupart des vautours reprendront leur stratégie habituelle et déjà éprouvée pour se procurer de la nourriture. C'est-à-dire suivre les deux grands carnivores de la savane. Entre les coups de chance et la patience, ils comptent principalement sur les grands prédateurs de la savane pour les nourrir. La troupe de lions et le clan des hyènes occupent les places de choix dans la chaîne alimentaire d'Afrique. Luttant constamment pour assurer leur subsistance et celle de leur famille, ils abattent et éventrent des proies trop imposantes pour que les autres prédateurs puissent s'y attaquer. Et ce faisant, ils fournissent des opportunités à une pléiade d'animaux occupant des positions moins prestigieuses dans le cycle de la vie. Dans la savane africaine, la vie des uns dépend de la mort des autres. Dans un cycle mené par les prédateurs et dépendant des proies, aucun animal n'est plus important que ses deux plus puissants carnivores. Ils imposent un grand jeu qu'aucun autre ne peut changer. Et ouvrent l'accès à des ressources que seule l'horloge naturelle du temps est susceptible de fournir. Ces créatures sociales font tout ce qu'elles peuvent pour assurer le bon développement de leur famille. En agissant ainsi, elles apportent, sans le savoir, de la vie en abondance grâce à leur labeur.